Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux traces de la Révolution française dans la mémoire populaire au XIXe et XXe siècle. Tout d'abord, une phrase, une citation qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse énormément, une citation de Marc Bloch, qui est pour nous, historiens, une véritable référence et un maître à penser. L'histoire consiste à savoir comment les événements se sont passés, mais aussi comment ils ont été perçus. Donc, la décennie révolutionnaire fut dans l'histoire de France extraordinaire. Elle l'est par sa densité événementielle d'abord. Elle est extraordinaire par sa résonance mondiale. Ensuite, les événements français ont été connus dans une grande partie du monde. Cette résonance est allée au-delà de la simple information. Elle est extraordinaire également par l'héritage qu'elle a légué, héritage institutionnel, économique, culturel et mémoriel. La mémoire révolutionnaire devient depuis quelques années un sujet novateur et prometteur. Cette décennie a été vécue comme extraordinaire par les contemporains eux-mêmes. Ces 10 années ont été, pour les Français qui en ont pris conscience et y ont participé, celle de l'apprentissage, de la citoyenneté et de son expérience. Ils se sont parlé autrement, ont fréquenté des espaces de sociabilité nouveaux, ont exercé des fonctions nouvelles. Parole, lecture, vêtements, sociabilité, fonctions, certains n'ont existé que pendant ces 10 années, d'autres, très nombreux, ont été préservés ou retrouvés malgré les péripéties du XIXe et XXe siècle. C'est pourquoi je vous propose cette conférence sur les traces de la Révolution française au XIXe et XXe siècle. Tout d'abord, une définition, parce que ça me semble obligatoire. Nous entendons par trace, ou un autre terme, je vais failli emprunter ce terme, empreinte, j'aime beaucoup ce terme empreinte également. Donc, trace, ce qui a été laissé là par les acteurs du passé, du présent. Ces traces sont un indice permettant de réfléchir l'entrelacement des temps. Les traces sont aussi conçues comme une résistance, quelque chose qui dure. Les traces ne sont pas involontaires. Elles sont toujours le produit d'un processus social. Tous ces objets traces sont au cœur de notre propos, sans aucune prétention à l'exhaustivité. Il faut les prendre au sérieux, elles le méritent, et il ne faut pas en faire des reliques figées. J'entends par là ne pas conserver uniquement quelques objets issus de nos arrière-grands-parents, etc., et les mettre dans une vitrine. Il faut les faire vivre. Donc, j'invite ceux qui m'écoutent à réfléchir au trajet, au retournement de leur emploi, à ce qu'ils disent des temps qu'ils ont parcourus, à leur changement de statut et ce que ces changements disent sur les humains qui les accompagnent ou ce qu'ils en font. Que reste-t-il des traces de la Révolution française au XIXe et XXe siècle? Et surtout, quel est leur trajet? Interrogeons-nous donc sur ces traces qui s'entretiennent, s'enrichissent, s'appauvrissent tout à la fois. C'est vrai qu'il est vrai que ces traces, au fur et à mesure du temps, elles peuvent très bien à moitié disparaître totalement, ou alors prendre un enrichissement par, je disais, les personnes qui sont en possession de ces traces. Voilà. Donc, ce qui nous permettra peut-être de transmettre et de passer le relais. L'articulation de cette conférence se fera en 3 temps. Nous aborderons d'abord les agents
de la transmission. Ensuite, symboles et civisme seront exposés. Enfin, nous terminerons par la diversité des moments. Cette communication a pour but de rappeler les objets d'une mémoire de la Révolution au XIXe et XXe siècle, mais aussi de regarder au plus près autour de nous les objets, les discours, les attitudes, le vocabulaire, etc., qui empruntent, bien entendu, à la Révolution française. Après la conclusion de cet exposé, je vous montrerai quelques photographies d'objets que j'ai particulièrement glanées à droite et à gauche. Bon, ce sont parfois des objets insignifiants. Il est vrai que la base de cette conférence, c'est quelque chose qui m'était venu à l'esprit il y avait bien déjà longtemps. Il y a plus de... J'étais encore étudiant, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et je réfléchissais, c'était avant le bicentenaire. Et notamment au niveau du bicentenaire, je me suis amusé à glaner à droite, à gauche, tout ce qui paraissait, tous les tracts, tous les objets insignifiants que je pouvais recueillir, voilà, en ayant pour but, bien entendu, de pouvoir m'en servir un petit peu plus tard. Malheureusement, au fil du temps, les déménagements, etc., j'en ai perdu un certain nombre. Oui, toutes sortes d'objets. Toutes sortes d'objets. Ah oui, d'accord. Ça peut aller du tract à, je sais pas, un briquet avec une effigie d'une Marianne, avec l'effigie. Il y en a une masse aussi. Oui, il y en a une masse, mais je trouve que ces objets sont intéressants pour l'historien. Oui. Et je voudrais, c'est vrai, le but essentiel de cette conférence, c'est, bon, je ne sais pas s'il y a des universitaires parmi vous, mais j'aimerais que les universitaires, par exemple, mettent leurs étudiants un peu au travail sur ces sujets. Je pense qu'il y a matière à faire des mémoires de maîtrise ou autres. Enfin, il y a des interrogations. C'est certain, c'est pas facile, c'est pas du tout évident, mais je pense que ça devrait être fait. Donc, quelque part, dans mon esprit, c'est quelque chose qui est à la base de ma réflexion sur le sujet que je vais aborder avec vous ce soir. Par exemple, l'archéologie fait les objets aussi. Oui, mais l'archéologie. À travers le temps. Voilà, à travers le temps, voilà. Ah, oui. Et j'aimerais bien, quelque part, qu'on fasse, entre guillemets, une archéologie de la Révolution française. Ouais, vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Bon, je ne dis pas qu'il y a certains historiens qui se sont penchés sur la question, ça, bien sûr, mais je pense que ça pourrait être fait à une échelle beaucoup plus ample. Voilà. Et ça serait quelque chose d'intéressant. Bien entendu, vous pourriez me dire, oui, mais après tout, un paquet de cigarettes avec une effigie, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Non, ça, c'est quelque chose qui bouge. Après tout, on a peut-être choisi ce paquet de cigarettes avec une effigie, un bonnet phrygien pour une raison plutôt qu'une autre. Voilà, ce n'est pas forcément neutre. Il n'y a pas que du marketing. Il y a du marketing. Et là aussi, il faudrait peut-être s'intéresser aux gens qui font ce marketing. Pourquoi avoir choisi tel symbole? Pourquoi tel autre? Etc., etc. Également dans les discours des hommes politiques, là aussi, il faudrait peut-être s'intéresser à leur vocabulaire. Bon, lors de ma thèse, c'est vrai que déjà à l'époque, je me suis intéressé au vocabulaire des 48 arts, donc les révolutionnaires 1848. Je m'étais aperçu, c'est vrai, que les montagnards de l'époque, j'y reviendrai, s'intéressaient, faisaient ressurgir dans le vocabulaire, bien entendu, les péripéties et les bienfaits de la révolution, mais pas de n'importe quelle révolution non plus. D'accord? Bon. Et puis, ensuite, donc, je montrerai quelques objets, et, si ça fonctionne. Oui, enfin, je suis un peu inquiet parce que c'est une clé Macintosh et je vais avoir quelques soucis
À un moment donné, mais on va y arriver. Ah. Et puis ensuite, si vous le désirez, je vous indiquerai quelques éléments bibliographiques que j'ai utilisés partiellement pour cette exposé. Donc, premier point, donc les agents de la transmission. Bon, il y en a une multitude. Tout d'abord, ce que j'appelle une mémoire directe. Une mémoire directe, ce sont, si vous voulez, les anciens révolutionnaires. Que transmettent-ils? Ça, c'est un sujet intéressant. Bon, vous avez certainement des révolutionnaires, je dirais, plus connus qui vont transmettre par leur mémoire, etc., un certain nombre de choses, même s'il faut les prendre avec précaution. Mais vous avez aussi des personnages de deuxième ordre. Bon, même s'ils ont été députés, je pense à, par exemple, Jean-Baptiste Lacoste, qui fut député montagnard du département du Cantal, je connais bien, de la ville de Moria, qui est une sous-préfecture du Nord-Cantal. Bon, ce Jean-Baptiste Lacoste, montagnard, vote la mort du roi, il est régicide, il vote, la mort du roi dans les 24 heures, donc il est assez intransigeant, et il est régicide. Bon, il adopte l'Empire, comme beaucoup d'ailleurs, et si vous voulez, il finit lors de la Restauration, il a quelques difficultés, mais par chance, là je ne suis pas arrivé à comprendre comment il était arrivé, c'est le cas de le dire, il s'en est sorti très bien, mais on le met à Mauriac, sa commune d'origine, et il est surveillé continuellement. Et on retrouve par les rapports de police un certain nombre d'éléments concernant ce Jean-Baptiste. Donc il laisse des traces. Lors de son décès, quelques années plus tard, sous la Restauration, le maire de la ville, que fait-il? Donc, il fait une petite éloge discrète, faut la lire au second degré de ce révolutionnaire, tout en restant un peu neutre, mais n'empêche qu'il laisse des traces, il laisse quelque chose. Donc, vous voyez, c'est tous ces personnages qui m'intéressent. Bon, le plus connu, c'est il laisse des traces profondément, c'est Dupont de l'Eure. Pourquoi Dupont de l'Eure? Dupont de l'Eure, c'est un révolutionnaire qui a eu une place modeste durant la Révolution, mais qui va être carrément élu en 1848 président du Conseil des ministres. Pourquoi? Parce que il sert en quelque sorte de référence à l'ancienne Révolution. Vous voyez, c'est l'élément de référence. Bon, il ne va siéger que 2 mois et 15 jours, pas plus. C'est-à-dire, il va siéger de février à mai 1848. Et comme vous savez, après mai 48, notamment en mai 1848 et juin 48, là, il y a un revirement, c'est plus la même chose. Il est mis de côté, on l'élimine, la République devient très conservatrice. D'accord? Et puis, vous avez également les femmes. Eh oui. Celles qui ont joué un rôle, par exemple, les déesses de la liberté. Que sont-elles devenues? Ben, ces déesses de la liberté, elles ont survécu pour un grand nombre d'entre elles, parce qu'elles étaient jeunes, très jeunes, voire. Et elles ont une place, c'est ça qui est remarquable, on les retrouve régulièrement sous la Seconde République. Donc ça, c'est un élément quand même que j'estime intéressant. Puis vous avez des objets très variés qui ont également des traces. Bon, je pense aux assiettes, aux pichets, enfin, toutes ces sortes d'objets. C'est tout un mode de narration. Les assiettes disent des choses. C'est essentiellement, je pense, aux assiettes de Nevers, que vous connaissez certainement. Bon, on pourrait dire que la révolution, elle est dans l'assiette. Voilà. Vous lisez, ben là, voilà. Vous avez également une chose que j'ai glanée, les papiers peints, le papier peint. Vous avez des papiers peints révolutionnaires qui restent encore aujourd'hui. On en retrouve aujourd'hui, mais c'est très très rare et ça coûte très cher. Bon. Moi, j'ai eu de la chance dans un tout petit morceau. Il était encadré. Vous voyez, il était encadré avec dans un cadre 19e avec du bleu, blanc, rouge, etc. Donc avec 2-3 annotations, c'est quelque chose de précieux. Donc, la personne qui a recueilli ce papier peint
c'est pas, il l'a pas fait de n'importe quelle façon, et il continue il a transmis jusqu'au jour où il atterrit avec moi. Bon. Vous avez également les médailles. Les médailles, il y en a. Je me suis intéressé surtout aux médailles de 1848. Elles sont excessivement riches, les médailles de 48. On les oublie. Vous avez des médailles, toutes sortes de jetons également. Et là, vous avez une quantité de références, surtout au début de la Révolution de 48. Vous avez quantité de références à la Révolution. Et puis, quand je parle médailles, vous me connaissez certainement, je pense également aux médailles de Palois. Vous savez peut-être qui est Palois. Palois, c'était ce démolisseur de la Bastille, cet entrepreneur du faubourg Saint-Antoine qui a eu l'intuition d'utiliser, de démonter la Bastille une semaine avant aucune autorisation. Il prend sur lui, c'est un entrepreneur maçon. Donc, avec ses ouvriers, il arrive à la Bastille et commence la démolition de la Bastille sans que personne ne lui ait dit de démolir la Bastille. Vous voyez ? C'est une semaine plus tard, il a les autorisations officielles. Et ce Palois est intéressant parce que il fait là véritablement du véritable marketing, puisqu'il utilise tous les éléments de la Bastille pour en faire des médailles et toutes sortes d'objets. Et ces objets sont donnés, vendus et poursuivent leur chemin tout au long du 19e jusqu'à aujourd'hui, on en retrouve encore. Voilà. Donc, il faudrait également là étudier le parcours de certains de ces objets. Ça pourrait être intéressant. Bon, donc médaille, ça me fait penser également à la numismatique. La numismatique, c'est aussi un facteur de transmission de la Révolution. Par la numismatique, on voit très bien à quelle république on a affaire. On voit très bien les mouvements de la République. Là, il y a aussi des sujets intéressants à effectuer. Des personnes se sont intéressées à la numismatique. Oui, mais on en a fait essentiellement des sortes de catalogues sans chercher plus loin. Je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin. Et puis, autre chose qu'on ne pense absolument pas, les destructions de la période révolutionnaire. Bon, elles sont encore visibles, parfois. Bon, je pense notamment aux tympans des églises. Certaines églises, des tympans ont été martelés. Et souvent, bon, je me souviens dans mon enfance, par exemple, telle église, tout de suite, quand on essayait de faire un commentaire de l'église, on disait oui, mais là, le tympan, on a coupé toutes les têtes sous la Révolution. Oui, donc encore dans les années 80, on en parlait. Oui, d'une façon péjorative, peut-être, mais on en parle. Il y a quelque chose qui reste. Vous avez également, par exemple, des statuettes, je pense, vous avez, je pense, il y a une croix, par exemple, à l'église de Mauriac, une croix de l'abbé Filleul. L'abbé Filleul, c'est celui qui a été guillotiné dans cette commune. La croix subsiste toujours aujourd'hui. Voilà. Elle est derrière l'église, bien protégée, elle subsiste. Vous avez également, je pense, une statuette de Sainte Marguerite qui se trouve dans la cathédrale de Auch. Celle-ci, lors de la Révolution, avait été travestie en déesse de la raison. Bon, aujourd'hui, on n'a plus de traces de la déesse de la raison. Bien entendu, tous les attirails qui étaient liés, le bonus phrygien a disparu, et puis tout le reste, ça a disparu également. Vous avez également, les inscriptions, quelquefois, des églises qui ont été transformées en temples de la raison. Aujourd'hui, bon, il en reste à peu près des inscriptions, il reste une 50aine d'inscriptions en France, où on retrouve également écrit, donc, le temple de la raison, etc., etc. Bon, ça, c'est une trace. Et je pense à une église spécifique que je vais certainement étudier prochainement. Dans le Gers, il y a une petite église, la seule du département, où vous avez sur le tympan, justement, temple de la raison. C'est une petite église perdue dans un village du bout du monde,
Alors, pourquoi dans ce petit village, pourquoi ça subsiste, pourquoi ça n'a pas été détruit, pourquoi ça n'a pas été effacé? On peut se poser une multitude de questions. Et pourquoi là? C'est pas dans une ville importante, c'est dans un petit village. Est-ce qu'il y avait quelques sans-culottes très dynamiques? Certainement. Est-ce qu'ils nous ont laissé des traces? Je n'y suis pas penché, mais je vais essayer de le faire. Bon. C'est comment, du village? Mon père. Mon père. Je vous dirai ça tout à l'heure. C'est mon père. Vous avez les traces dans les discours des hommes politiques de 1830 à la Ve République. Là, il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans les professions de foi des personnes donc, qui se présentent à la députation. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Là, j'avais remarqué lors de ma thèse un dénommé Paulin Durieux. Exactement, c'est Jean-Jacques Paulin Durieux. Jean-Jacques, vous voyez déjà la référence, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Paulin Durieux. Député montagnard en 1848, personnage que j'ai fait une petite biographie dessus. Très intéressant parce que, bon, ce qui m'intéresse, c'est que ce personnage, il a des idées donc très avancées. Il fait partie de ces montagnards de 48-49. Et dans ses discours, il y a une référence perpétuelle à la révolution de 1793 et 94 surtout. Et quand on cherche un peu ses ancêtres, quand on regarde sa généalogie, on s'aperçoit que un arrière-grand-père était un sans-culotte de la ville. Oui, il y a donc une filiation souvent, très souvent, il y a des filiations, je dirais, politiques qui restent. Bon, vous avez, on y pense peut-être pas également, vous avez des cartes postales aussi qui peuvent être intéressantes à la fin du 19e, début du 20e, des cartes postales très intéressantes. Ça, on le voit plus spécifiquement, mais les cartes postales de la guerre 14-18, où là, vous avez des représentations de Marianne avec bonnet phrygien, mais là, c'est un but dans le but guerrier, unificateur, etc. Voilà. Mais il y a une utilisation. On pensez également au graffiti. Donc c'est pour ça que je vous invite, si vous trouvez un jour, si vous voyez ou si vous connaissez, parce que on les connaît pas forcément. Des graffitis, bon, des dessins, la philatélie aussi, qui est quelque chose d'intéressant. Par exemple, la Marianne de 1848, c'est pas une Marianne, c'est une Cérès. Pourquoi c'est une Cérès? Tout simplement, parce que la République qui se met en place est une République conservatrice et on n'a pas osé mettre le bonnet phrygien. Non, il n'était pas question. C'était pas les gouvernantes qui pouvaient faire ça. Bon, on pense également aux bijoux, des montres, fin 19e, des pendentifs. Enfin, vous avez tout au niveau des bijoux, vous avez un certain nombre de choses. Et puis, dernièrement, j'ai pensé, puis je m'y suis intéressé, vous avez ce qu'on appelle les catalogues d'exposition, notamment pour une bicentenaire. Là, je me suis intéressé, j'ai dépouillé à peu près une cinquantaine de catalogues d'exposition d'une cinquantaine de départements, essentiellement des expositions qui avaient lieu aux archives du département. Et là, c'est intéressant de voir comment on montre la Révolution. Là aussi, il y a des différences d'un département à l'autre. Vous devez bien vous en douter. On montre telle chose et pas d'autres. Voilà. Là, je pense qu'il y a un travail également à faire. Pensez également aux jeux de société. Bon, lors du bicentenaire, il y a eu quand même beaucoup de jeux de société. Et puis aujourd'hui, on assiste à un développement de jeux de société sur ordinateur, etc. Il y a des choses sur la Révolution. Bon. Vous me direz, il y a à boire et à manger. Bon, il faut peut-être aussi essayer de s'y intéresser. C'est peut-être encore un peu trop tôt, mais bon, tout ce qui est jeu, qui s'arrête dans les années 90, 1990, là, ça peut être intéressant. Je pense également aux jeux de cartes. Là aussi, c'est assez intéressant, les jeux de cartes. Bon, au 19e et 20e siècle. Bon, il existe aussi des objets plus symboliques, par exemple sur les drapeaux de la garde nationale. Aussi, il y a des inscriptions, il y a des choses. Sur les draps des défunts, là aussi.
surtout au XIXe siècle. Vous avez aussi donc les sépultures funéraires, les sépultures. Michel Beauvais, historien de la Révolution française, s'est épanché sur une sépulture qui était, je dirais, remarquable. Je pense également aux vignettes emblématiques, c'est-à-dire les vignettes emblématiques, c'est les vignettes que l'on retrouve sur les documents administratifs. Vous avez des mariages, vous avez des choses. Vous voyez? Bon, ces vignettes sont on les retrouve dans le temps. Et j'avais même fait un tout petit article sur une vignette dans l'Arbre. J'avais trouvé une vignette de la Révolution sous l'Empire. Alors, je me pose la question encore, je ne sais pas, je ne résoudrai jamais. Est-ce que c'est par économie de papier, on avait encore, je dirais, ces en-têtes avec une Marianne, ou alors est-ce que la personne, l'administratif, se faisait un malin plaisir de réutiliser? Voilà, point d'interrogation. On peut se poser la question. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est une trace. C'est une trace emblématique, c'est qu'elle veut dire. Donc, les objets sont en relation également avec des valeurs. Le bonnet phrygien, ça renvoie à la liberté. Le triangle équilatéral, ça renvoie à la symbolique de l'égalité. La devise liberté, égalité, fraternité est constituée en 1848, pas avant, véritablement constituée en 48. Vous avez les mains enlacées, enfin vous avez etc. Puis vous avez quelque chose qui est intéressant, il y a des études à faire, il y a eu des choses, mais les arbres de la liberté. Pour les arbres de la liberté, la plantation se fait dès 1790, donc très tôt, très tôt. Et elle devient en 1792 systématique. Et elle se prolonge jusqu'à l'an 8. Au-delà, c'est terminé. C'est une diffusion sur l'ensemble du territoire, mais avec des nuances géographiques. Là aussi, on peut retrouver, selon la densité des arbres plantés, la connotation politique, on va dire, du département. Donc, c'est tout un symbole. Et puis, au XIXe siècle, on assiste à une replantation, modestement à partir de 1830. Dès 1830, on replante quelques arbres de la liberté, mais c'est modeste. Et c'est surtout en 1848. Et en 1848, la spécificité des arbres de la liberté, c'est tout simplement que le curé bénit les arbres de la liberté. Pourquoi le curé bénit les arbres de la liberté? Parce que en février 48, c'est une révolution où c'est l'union, je dirais, de l'ensemble des Français, et l'Église rallie cette révolution. Ça ne va pas durer longtemps, puisque quelques mois plus tard, vous savez, c'est les événements de juin 48, et c'est terminé. Puis, oui, je pensais concernant ces arbres de la liberté, une petite anecdote. En 1849, dans une ville du Gers, à Condom, la ville de Condom, vous avez un homme politique montagnard montagnard, mais qui n'est pas encore député, qui se présente à la députation. Et que va-t-il faire? En 1849, il va planter un arbre de la liberté et faire un discours devant cet arbre de la liberté. Mais en 1849, la République, elle est conservatrice, et automatiquement, son arbre de la liberté, on le coupe et on l'enlève. Donc on lui coupe l'arbre, on l'enlève, il continue son histoire, il replante un autre arbre, et là, on recoupe son arbre, etc. Bon, il a pas mal d'histoire. Bon, parce que l'arbre de la liberté, de la liberté était un symbole qui allait à l'encontre de la République conservatrice. Bon. Puis vous avez en 1870 également, après une 4 septembre, on replante quelques arbres de la liberté, mais modestement, et surtout on replante des arbres de la liberté au 100e anniversaire de la Révolution, au 150e anniversaire de la Révolution, et puis surtout où on replante
énormément des arbres de la liberté, c'est au bicentenaire de la Révolution. Donc en 1989, là, on replante dans une quantité de municipalités des arbres. On plante essentiellement des chênes, mais on peut planter également des tilleuls. Il y a beaucoup de tilleuls également. Ça dépend des régions. Ça dépend du terroir globalement. On adapte l'arbre au terroir. Mais généralement, au début de la Révolution, de la Grande Révolution, si j'ose dire, c'est des chênes. Donc là, c'est tout un symbole. Vous avez également transmission dans les pratiques du langage. Ben oui, on s'interpelle par citoyenne, citoyen, notamment dans les sociétés secrètes jusqu'en 1834. Puis, réapparition toujours en 1848, surtout dans les mouvements socialistes. Le tutoiement est également un signe de républicanisme, un signe de la révolution. Bon, le syndicalisme utilise le tutoiement. L'anarchisme également, tout de suite. Puis le communisme reprend le tutoiement. Et puis, je peux peut-être me poser la question, je m'étais posé la question lorsque je suis devenu enseignant, professeur, le tutoiement dans l'éducation nationale, c'est monnaie courte. Vous voulez dire entre collègues? Entre collègues. Ça vous paraît peut-être obligatoire, enfin, quelque chose de acquis. Moi, quand j'ai débuté, si je suis vraiment issu d'un milieu modeste, mes parents ne m'avaient jamais appris à tutoyer, surtout un autre professeur qui est beaucoup plus âgé, en fin de carrière, et je me suis aperçu tout de suite que on me tutoyait et me disait, bah, tutoie-moi. Moi, je vous voyais, non, tutoyais. Alors, est-ce que, par hasard, certainement, il doit y avoir quelque chose, un lien, une filiation plus ou moins proche avec la Révolution, ou du moins avec la République. On réutilise des termes de salut et fraternité. Dans les lettres du 19e, on en retrouve très souvent. Ou alors également une autre expression, votre égal en droit. J'aime beaucoup ces expressions. Les prénoms révolutionnaires. Bon, les prénoms ont été étudiés durant la période révolutionnaire. On les retrouve modestement au 19e. Les prénoms de fleurs ont pratiquement disparu au 19e. Par contre, au 19e, on retrouve, paradoxalement, on voit réapparaître des prénoms comme Marat. Voilà, Marat, ou alors là, Hoche également, bon, en référence au général Hoche. Bon, il y a quelques prénoms comme ça qui réapparaissent de temps en temps. Je pense qu'il faut faire un inventaire, ça serait bien au niveau national, c'est ce que c'est. Et puis, surtout, réapparition de prénoms de la Rome ancienne. Évidemment, les révolutionnaires utilisaient souvent des prénoms de la Rome ancienne, pensez à Brutus, mais ça aussi, on en retrouve au 19e. Très peu, c'est pas des masses, c'est pas des quantités, mais on en retrouve quelques-uns. Puis, transmission par les histoires de la Révolution française, lorsqu'elles sont diffusées dans les milieux populaires, sous forme de brochures, ou dans les journaux. Et puis souvent, c'est des fascicules qui sont illustrés. Vous pourriez me dire, oui, mais c'est une révolution qui est enjolivée, etc. Mais cependant, il y a quand même des éléments, ça continue. Et on est bien content de pouvoir lire l'histoire de la Révolution. Puis enfin, donc en seconde partie, donc symboles et civisme. Des symboles civiques qui restent, le drapeau tricolore. Avec la révolution de juillet 1830, retour du drapeau tricolore, puis le drapeau tricolore devient, lors des guerres coloniales et de 1870, un emblème militaire et plus particulièrement national. Par contre, il n'en est pas de même en ce qui concerne la Marseillaise. Car la Marseillaise, c'est un chant de guerre. Et c'est surtout, c'est là le problème, s'il y a problème, surtout un chant révolutionnaire. C'est visible dans les paroles de la Marseillaise, comme vous le savez.
La Marseillaise, c'est quoi? C'est le chant de la liberté, le chant de toutes les révolutions. Elle n'est pas uniquement un chant national, elle est internationale. Et ça, c'est vrai. Lors de la monarchie de Juillet, le drapeau tricolore est certes repris par Louis-Philippe, mais la Marseillaise, très vite, il n'en était pas question. Il ne fallait absolument pas chanter une seule strophe de la Marseillaise. Puis vous avez les déesses de la liberté, c'est-à-dire essentiellement des femmes, bien entendu, déesses de la liberté, qui sont reconverties en Marianne. Bon, ça, je ne vais pas m'éterniser. Maurice Agulon, vous connaissez certainement en tant qu'historien, Maurice Agulon a étudié toutes sortes de Marianne de façon brillante, et c'est une référence qui sera indépassable, je pense. Marseillaise, c'est qui avait écrit une parole? C'est qui? Roger de Villers. Ah oui, d'accord. Ok, merci. La révolution est également dénominative. Changement de nom de rue, surtout en 1793-94 à Paris, les noms changent. C'est un véritable cours de civisme. Avenue de la Raison, boulevard des Sans-Culottes, etc. Par contre, dès le 9 Thermidor, en 2, bien entendu, il n'y a plus de changement. Terminé. On ne change plus. Aujourd'hui, à Paris, il reste un certain nombre de rues qui évoquent la Révolution, essentiellement dans les quartiers populaires, si on y regarde de près. Par contre, vous savez, il n'y a aucune rue Robespierre. Et impossible de mettre... C'est impossible. C'est un gros problème. J'ai regardé également au niveau, puisque je suis dans le Gers, j'ai regardé à Auch, la préfecture, parce qu'il y a énormément de noms de rues révolutionnaires, rue de la Convention, Fabre des Glantines, Camille Desmoulins, etc., etc. Et je me suis aperçu que tous ces changements de nom ont eu lieu à la fin du 19e siècle. J'ai pas les années exactes, entre 1880 et 1890, à une période où la République est véritablement installée. Et cette République, notamment à Auch, c'est une République radicale, voire radicale socialiste. Vous voyez, donc, référence à la Révolution. Et puis, on n'écrit pas une rue de la Convention comme ça. C'est quand même, bon, voilà. Bon, ceci dit, il est vrai que dans les années 1930, un certain nombre de gens ont voulu éliminer ces noms de rues, pour retrouver les anciens noms d'avant la Révolution. Bon, ça n'a pas été fait. Là, il y a peut-être aussi des choses à faire. Des formes de pratiques politiques populaires se sont développées. Par exemple, la pratique des pétitions. On les retrouve encore une fois en 1848. On assiste à un afflux de délégations avec des pétitions, comme ce fut le cas en 1793. Des pratiques de pétition se développent également aujourd'hui, vous le savez tous, sous différentes formes et notamment par Internet. Mais on peut se poser la question, est-ce que ça a un poids aussi important? Ne vaut-il pas mieux se déplacer en emmenant sa pétition et en rentrant dans l'Assemblée nationale? C'était le cas en 1848 et en 1793. Voilà, ça, je me pose la question. La manifestation de rue. Même si la Révolution n'invente pas la manifestation, il faut noter que ce sont souvent les femmes qui sont à l'origine des manifestations civiques. Au XIXe siècle, on manifeste très souvent, par exemple, derrière les enterrements de républicains. C'est fréquemment le cas. Ensuite, donc, troisième partie, la diversité des moments, c'est-à-dire l'évolution dans le temps. On voit disparaître puis réapparaître les traces de la Révolution, disparition de 1815 à 1830, 1815-1830, disparition, puis sous le régime de Vichy, réapparition sous la monarchie de Juillet de 1830 à 1834. Ensuite, ça sera beaucoup plus compliqué.
C'est-à-dire que les Trois Glorieuses de 1830 raniment le débat sur la postérité de la Révolution française. La monarchie constitutionnelle prétend incarner les acquis de la Révolution de 1789, mais face à cette conception restrictive de la Révolution, se dressent les partisans du mouvement, ceux qui estiment que 1830 ne peut être qu'un commencement. Le clivage 1789-1793 apparaît comme une fracture majeure. Par exemple, lors de l'insurrection des Lyonnais en avril des ouvriers, Lyonnais en avril 1834, le drapeau tricolore a changé de camp. Il est du côté de la troupe, il est du côté du roi, du côté de la répression. Les quelques 6000 insurgés, 6000 insurgés, se placent clairement dans la filiation révolutionnaire, en lançant des ordres du jour datés du 22 Germinal en 42. Vous voyez la référence. En 42 de la République. Et c'est le drapeau rouge qui incarne la révolution. Répression de drapeau bleu-blanc-rouge, drapeau rouge, révolution. Par contre, indigné par ce détournement répressif des trois couleurs de 1789, Blanqui, qui est quand même un révolutionnaire, s'était exclamé, je cite, « Ce drapeau n'est pas le vôtre, c'est celui de la République. » Voilà, tout était dit. Deux familles d'héritage se disputent donc la postérité révolutionnaire. Sous la monarchie de Juillet, le 14 juillet est interdit. Plus de commémoration à partir de 1833, pardon. Et la Marseillaise, comme je vous l'ai déjà dit, est éliminée, écartée du cérémonial officiel. Louis-Philippe supprime également du triptyque liberté, égalité, fraternité, l'égalité. Lafayette, que l'on retrouve, il n'est toujours pas mort en 1948. Ah, excusez-moi, je prends position, je ne devrais pas. Lafayette propose pour les drapeaux de la garde nationale le triptyque liberté, égalité et ordre public. On retrouve bien le Lafayette dont Robespierre se méfiait, bien entendu. Robespierre, Marat, etc. La liberté au bonnet phrygien disparaît, ainsi que de toutes les allégories officielles. Donc tout ce qui peut réveiller l'ardeur insurrectionnelle est banni. La résistance au régime est désormais menée par la Société des droits de l'homme et du citoyen, ce qui se place carrément dans la tradition jacobine, comme en témoignent, par exemple, les noms donnés à ces sections. Section Robespierre, section Marat, section Babeuf, etc., etc. En 1848, donc, vous avez donc réapparition des traces de la Révolution, et je dirais même dès 1847. En 1847, vous le savez, les difficultés économiques, la crise sociale, l'inertie parlementaire suscitent la campagne des banquets, les fameux banquets organisés dès 1847. Le premier a eu lieu à Paris le 9 juillet 1847, 1200 participants. 1200. Et puis, sans compter la foule qui était amassée à l'extérieur de la Réunion. Et qu'est-ce que l'on chantait? On chantait la Marseillaise, qui avait été interdite. Le 9 novembre 1847, au banquet de Lille, le drapeau de la Révolution Liberté, Égalité, Fraternité est brandi et Ledru-Rollin rappelle dans son discours, les droits conquis par les travailleurs après 2 révolutions. C'est donc adopter la révolution en bloc, 1789, 1792 et 1793, soit 40 ans avant Clémenceau. Et ça, c'est une chose qu'on a tendance à avoir oubliée. Ledru-Rollin est le premier à avoir dit, en quelque sorte, que la révolution était un bloc.
Petite parenthèse, Ledru Rollin, qui sera député montagnard, qui sera ministre et député montagnard, qui aura le malheur de participer aux manifestations de mai 1848, qui sera réprimé, il sera obligé de s'enfuir et il n'aura plus aucun rôle dans la Révolution. Bon. Et c'est un homme qui est relativement, même si il y a quelques rues qui s'appellent Ledru Rollin, qui a été quand même relativement effacé. Donc, la référence révolutionnaire surgit dans les mois qui précèdent la Seconde République. Entre l'esprit de 1789 et celui de 1793, entre modérés et radicaux, le clivage renaît au cœur du combat. Mais cette fois, la symbolique insurrectionnelle survivra aux journées de l'insurrection. Cependant, dans le domaine symbolique de la postérité révolutionnaire, 1848-1849 marque une rupture entre bourgeoisie et classe ouvrière, riches et pauvres, ordre et mouvement. La représentation officielle de la République maternelle, sereine, contraste alors avec la vision populaire d'une Marianne ardente, coiffée du bonnet phrygien. Donc là, vous avez régulièrement toute une symbolique, un combat symbolique carrément. Vous avez une Marianne bien sage, bien gentille, et une Marianne avec le bonnet phrygien, qui est la Marianne populaire. Donc, coupure entre deux familles, d'un côté la famille bourgeoise, de l'autre la famille populaire, fille des sans-culottes. Les deux traditions ont continué de dominer les tensions et les débats iconographiques de la postérité révolutionnaire tout au long du XIXe et du XXe siècle, en excluant bien entendu le pétinisme et autre chose. Entre 1876 et 1884, 1876 et 1884, les traces de la Révolution réapparaissent fortement dans les luttes qui opposent républicains, monarchistes et bonapartistes. Là également, dans les discours, dans la presse, vous avez énormément de choses. Lors de la Seconde Guerre mondiale, malgré le régime de Vichy, la Révolution et la République réapparaissent clandestinement, avec, vous le savez, la résistance. C'est la résistance qui fait réapparaître la Révolution et la République. Les traces de la Révolution participent à la reconquête face à Vichy. Diversité également en fonction des milieux sociaux, des oppositions entre la République sage et paisible et la République sociale et populaire, dans les journaux qui se créent au 19e, certains portent des noms de 1793-94, notamment sous la Commune de Paris, on retrouve les mêmes titres, et au début de la Troisième République, voire au-delà, notamment, comme je viens de le dire, par la résistance, on reprend certains titres de la Révolution. Le calendrier révolutionnaire et républicain, aboli en 1806, réapparaît au XIXe siècle dans les journaux socialistes et radicalistes. Des moments particuliers également de résurgence des traces révolutionnaires, comme je vous l'ai dit en introduction, lors du centenaire. Là, vous avez véritablement un combat symbolique. La République, en 1889, est tout juste en place, tout juste ancrée, mais elle est encore obligée de combattre. C'est d'ailleurs un titre d'un ouvrage de Maurice Apollin, Marianne combat. Et vous avez également donc résurgence lors du 150e anniversaire de la Révolution. Alors là, c'est assez spécifique. Bon, j'ai étudié le centenaire de la Révolution dans le Gers, là, dernièrement, et le 150e anniversaire. Des articles en cours, là, de rédaction. Lors du 150e anniversaire, bon, c'est vrai, c'est spécifique parce que vous avez c'est 1939, une année terrible. Là, vous avez une France qui est entre paix, combat, qu'est-ce que l'on fait? Et quand même, le 14 juillet est fêté, les emblèmes de la Révolution reviennent, et il y a une adoption, il y a une population qui semble bien ancrée dans cette République.
oui, une république combative. Mais il y a toujours cette idéologie de paix derrière. Et puis, vous avez également le bicentenaire, hein. Et puis, lors des guerres, la guerre de 70-71, la guerre de 14-18, la guerre 39-45, et puis le 14 juillet qui a été bien étudié également. Bon, si je peux résumer cette troisième partie, je pense que c'est intéressant pour ceux qui prennent des notes. Bon, l'Empire efface les trois symboles, la liberté, la République, la Marseillaise. Image clandestine sous la Restauration. Donc, effacement sous l'Empire de tous les symboles, Marseillaise, République, liberté. Sous la Restauration, ces images deviennent totalement clandestines. Sous la monarchie de Juillet, donc 1830-1848, une république, enfin, une révolution aseptisée fait jour. Interdiction, par contre, de commémorer le 14 juillet. Par contre, réapparition et revanche de la liberté avec les arbres de la liberté. La Marseillaise, le bonnet phrygien, la déesse de la liberté réapparaissent, mais la République officielle refuse le bonnet rouge. Comme je vous l'ai dit, l'exemple caractéristique, c'est le timbre qui représente une CRS et non pas une république avec un bonnet phrygien. Par contre, ce sont les montagnards qui revendiquent l'héritage révolutionnaire. Trahis par le pouvoir, la République se radicalise du côté montagnard, un renoue donc avec 1793, un renoue avec Robespierre, avec Marat, avec les montagnards de la Grande Révolution. On renoue également avec la pique et le bonnet phrygien. En 1890, à partir des années 1890-1914, c'est une profusion d'images diverses qui apparaissent. Et globalement, c'est une vision relativement aseptisée. En 1939, c'est plutôt les angoisses de la guerre, donc c'est une république angoissée. Par contre, au début de la 4e République, donc avec le retour de la République, amplification des images républicaines. 1968, grande année, une symbolique qui semble dépassée. Drapeau bleu, blanc, rouge, ça semble totalement dépassé. On se retrouve un peu comme sous la monarchie de Juillet, le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est la répression. C'est le général de Gaulle et la répression. Les trois couleurs n'illustrent que la répression, donc. Donc, de 1968 à 1989, image de consensus, banalisation des images révolutionnaires, marketing. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Par exemple, que sont devenus tous ces objets depuis 1989? Est-ce qu'il y en a encore dans vos maisons? Est-ce qu'il y en a encore dans votre vaisselier? Moi, je pourrais vous répondre que oui. Bon. Et moi qui suis un adepte des vides-greniers, des brocantes, des antiquaires, dans les vides-greniers, je me fais en retrouver. Et je demande pourquoi, d'où ça vient, etc. J'essaie de savoir un petit peu le parcours. Souvent, des personnes se débarrassent d'un certain nombre d'assiettes et en gardent quand même une. Bon, pourquoi? Bon, c'est intéressant. En conclusion, donc, nos 10 années de la Révolution, et plus particulièrement l'an 2, ont marqué l'histoire du peuple français. La Révolution de 1830 et celle de 1848 et la Commune de 1871 ont remodelé les traces de la Révolution. La Révolution française a laissé des traces, nous en connaissons un certain nombre. Aujourd'hui, il nous faut approfondir l'étude de ces traces avant que certaines ne disparaissent et surtout avant que les méandres d'une histoire ne masquent celle-ci. Comprendre une époque, c'est aussi transmettre, passer le relais et enrichir la mémoire des traces populaires de la Révolution française. C'est pour ça qu'il ne faut pas les détruire.
Il faut continuer à passer le relais. J'insiste là-dessus. Pour que notre époque se nourrisse, il faut entretenir cette mémoire qui a su s'enrichir, même si parfois elle semble s'appauvrir. Je terminerai enfin par ces quelques mots. Citoyennes, citoyens, recherchez ces traces de la Révolution française, étudiez et approfondissez les recherches déjà faites et nouvelles pour que vivent les idées de la Révolution française aujourd'hui. Ne soyons pas pessimistes. D'abord, le féliciter parce que son travail est énorme sur les traces est tout à fait passionnant et puis nous invite à regarder autrement le monde autour de nous. La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est que son exposé arrive à point nommé de notre cycle de conférences. Parce que par la trace, il va préfigurer ce que viendra nous dire dans un mois, fin novembre, Marion Poufari, parce que les traces que Marion Poufari explore sont complémentaires des traces que vient de nous décrire si brillamment Bernard, puisque les traces que nous allons avoir là, ce sont les traces dans les écrits, dans les sociétés populaires de l'époque, et en particulier dans la société, non pas la Ligue, la société des droits de l'homme des années 1830 et l'histoire et du fonctionnement qu'il a à peine abordé là, mais sous le même angle. L'histoire de cette société des droits de l'homme au 19e est tout à fait passionnante. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que je lui trouve un immense mérite à être revenu sur les symboles dont on rebat les oreilles aujourd'hui et de nous montrer la manière dont ces symboles ont été d'une certaine manière incarnés au 19e et au 20e siècle. Tout à l'heure, ça a fait sourire Michel, quoi, mais l'ami Lafayette qui écrit de l'ordre sur le drapeau. Bon. Et vous vous souvenez que Robespierre, lui, fait inscrire sur l'uniforme des gardes nationaux en 91, il n'y parviendra pas d'ailleurs parce que ça ne se fera pas, il sera mis en minorité, mais il fait inscrire fraternité parce qu'il craint, la garde nationale étant censitaire, que ceux qui payent, évidemment, pensez à Lafayette et au Champ de Mars, que ceux qui payent, eh bien, materont les gens du faubourg, les sans-culottes et le monde ouvrier naissant du faubourg Saint-Antoine. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant ce soir, c'est que tout à coup, les symboles dont on nous parle sans arrêt prennent vie avec lui dans la démonstration qu'il vient de nous faire. Le dernier point aussi que je voudrais souligner, parce que encore aujourd'hui, il me paraît important de le rappeler. Vous n'ignorez pas que le couple Manoukian va entrer au Panthéon en février 2004. Ils vont y entrer comme des résistants FTP-MOI et que ce groupe de résistants FTP-MOI avait lui aussi emprunté pour ces groupes des noms issus de la Révolution française. Et en particulier, un grand résistant toujours vivant, presque centenaire aujourd'hui, Léo Landini, qui à 18 ans ouvre les cellules où il était à Montluc, à Lyon, incarné par le sinistre Barbie. Eh bien, Léon Landini appartenait à un groupe qui s'appelait Carmagnole et Libre. Carmagnole. Et qu'un autre groupe, FTP-MOI, s'appelait Valmy. Voilà, et que d'autres se sont, comme tu l'as dit, fort justement, appelés Marat et de bien d'autres. Et ça, je vous livre ça à votre réflexion. Dans le débat d'aujourd'hui, se rappeler que les résistants qui étaient entrés, qui étaient les résistants étrangers, l'immigration, c'est ce que veut dire FTP-MOI, hein, la main-d'œuvre ouvrière immigrée, eh bien, avaient choisi cette référence à la Révolution.